Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Batman v Superman, le film tant attendu, est sorti mercredi. Et malheureusement, le succès espéré n'est pas au rendez-vous. Les critiques sont mitigées, bonnes ou mauvaises, à différents niveaux. Dans cette vidéo, je vais revenir en détail sur le blockbuster de Zack Snyder, très en détail même. Je considère donc que si vous regardez cette vidéo, vous avez soit vu le film, soit vous vous fichez complètement des spoilers car cette vidéo contient probablement tous les spoilers du monde. Si vous êtes encore là, c'est parti. Avant de commencer, il est important de prendre en compte les deux parties du titre du film. D'un côté, Batman v Superman, puisqu'il traite de la première rencontre entre le Chevalier Noir et l'Homme d'Acier, et de l'autre, l'Aube de la Justice, puisqu'il doit également poser les bases du futur univers cinématographique d'ici, Justice League en particulier. La première moitié du film est ce que l'on pourrait appeler le versus, la confrontation. On y trouve une reprise de la fin de Man of Steel, prenant cette fois-ci le point de vue de Bruce Wayne, présent lors de la bataille finale de Metropolis. Si cela se voit à l'image, la musique, composée une nouvelle fois par Hans Zimmer avec l'aide de Junkie XL, montre bien l'appartenance de cette scène à Man of Steel, puisqu'elle en reprend le thème principal. J'ai beaucoup aimé ce changement de point de vue, qui témoigne de l'horreur au sol, tandis que le combat destructeur opposant les deux Kryptoniens a lieu dans les airs. Il s'ensuit une sorte de guerre froide, un jeu d'intimidation qui se joue entre les deux héros. Elle monte en puissance, conduisant fatalement au choc, à la confrontation voulue par un Batman absolument persuadé que Superman est dangereux, mais aussi voulue par un Lex Luthor manipulateur qui utilise les proches de Clark pour le pousser à lui obéir. J'ai été agréablement surpris par la dimension internationale de cette première partie, avec très tôt une scène en Afrique, une autre dans l'océan Indien, et plus tard une autre en Amérique latine, durant la fête des morts. On sort un peu de Gotham, de Metropolis et même des États-Unis, ce qui nous rappelle qu'il y a un monde, un univers en dehors. Une de mes plus grosses surprises dans le film est l'attentat organisé par Lex Luthor lors du jugement de Superman au Capitole. Cette scène, qui voit la mort de la sénatrice Finch, qui comprend qu'il va se passer quelque chose, mais aussi la mort de Mercy Graves, le personnage de Scoot McNairy et toutes les autres personnes assistant à la séance, laisse Superman seul parmi les ruines, encore plus détruit intérieurement qu'avant. Cette scène m'a marqué parce que je ne l'avais absolument pas vu venir et qu'elle insiste encore une fois sur le caractère manipulateur de Luthor. Quand le combat opposant les deux héros, sur lequel la promo du film a tant insisté, a finalement lieu, on a à peine le temps d'en profiter qu'il se termine déjà. On remarquera tout de même une amélioration dans la manière de filmer de Snyder, moins de caméras qui tremblent et des plans plus fixes, plus stabilisés, pour des scènes d'action toujours aussi énormes. On passe alors à la seconde partie du film, l'Aube de la Justice. Dans le dernier acte avec Doomsday, on peut finalement voir Batman et Superman coopérer à la fois pour retrouver Martha, la mère de Clark, et arrêter Doomsday, aidé par Wonder Woman, qui profite d'une musique épique et guerrière absolument géniale pour leur voler la vedette. J'ai vraiment aimé la scène où le soleil régénère Superman après qu'il ait entraîné Doomsday dans l'espace, parce que je trouve que cet aspect de ses pouvoirs n'avait pas été suffisamment mis en avant dans Man of Steel. Et ça fait plaisir. Bon, globalement, je n'ai pas trop aimé Doomsday. Il est fidèle aux comics physiquement, dans son origine et dans la force qu'il acquiert en absorbant l'énergie utilisée contre lui, mais ce combat final est dur à regarder, à suivre, car entre le monstre géant, les éclairs et les destructions, tout est beaucoup trop numérique. Et pourtant, la conclusion de ce combat final a fait remonter la créature dans mon estime. On savait que The Dark Knight Returns était une source d'inspiration pour Snyder, mais finalement, c'est l'inspiration trouvée dans The Death of Superman qui constitue ma plus grosse surprise de tout le film. Encore une fois, je vais parler musique, mais si vous avez l'occasion d'écouter la bande originale du film, la piste This Is My World, qui est jouée à ce moment-là, est vraiment magnifique. C'est une fin à la fois triste et belle, le plan m'ayant le plus marqué est celui où Wonder Woman et Batman entourent Lois Lane qui pleure sur le cadavre de Clark. Il y a aussi le double enterrement, celui de Clark et celui de Superman,
puisque les deux alter-ego sont morts, et nous montrer cela est vraiment une super idée. J'ai hâte de savoir comment ils vont le faire revenir, parce que, ne soyons pas dupes, non seulement c'est un film de comics, mais sa résurrection est potentiellement teasée à la toute fin, et surtout, Justice League est en préparation, et le casting principal du film reviendra. D'ailleurs, parlons du casting 5 étoiles que se paie l'Aube de la Justice. Ben Affleck, qui avait vu lors de son annonce au casting une pétition de protestation arriver à 80 000 signatures, se débrouille finalement très bien, jouant un Bruce Wayne qui passe pour un gros alcoolique en société, mais qui est parallèlement un héros assez détective, imposant et surtout intimidant. Bon, le seul problème que je trouve chez son Batman, c'est son indifférence face au meurtre qu'il commet. Alors, je sais bien qu'il s'agit du Bruce Wayne plus âgé de The Dark Knight Returns, plus violent, et qu'un Batman tueur, ça s'est vu de nombreuses fois dans les comics, mais ce chevalier noir-là est censé représenter la justice, puisqu'il sera justement à l'origine de la Justice League. Son penchant pour la mort gratuite passe donc plutôt mal. Mais ça reste un personnage intéressant et extrêmement fidèle aux comics, une rupture après celui de Nolan. Le générique d'ouverture est l'occasion pour Snyder d'introduire son Batman en présentant les origines célèbres du super-héros. C'est efficace, mais c'est surtout bienvenu, puisque l'on ne perd pas de temps dessus par la suite, sans pour autant pénaliser ceux qui ne connaîtraient pas du tout Batman. Du côté de l'homme d'acier, pas grand chose à dire sur Henry Cavill, que l'on connaît déjà, et qui confirme qu'il est très bien casté dans le rôle de Clark Kent, Kal-El, Superman. Wonder Woman, de son côté, se démarque vraiment dans ses scènes en costume de guerrière, aussi bien que dans ses scènes, disons, en tenue civile. Gal Gadot fait du bon boulot, son accent passe très bien, elle montre que son corps tant critiqué est parfaitement adapté à des scènes d'action badass. Malheureusement pour le public qui ne connaît pas les comics, on ne sait rien sur son origine, ses pouvoirs, ses convictions. À part la photographie détenue par Luthor qui témoigne de sa présence durant la Première Guerre mondiale, il y a soit une volonté d'intéresser le spectateur à son futur film solo, soit Snyder s'imagine que tout le monde connaît le personnage, ce qui n'est pas le cas. Mais finalement, elle est assez bien introduite et son thème musical, au risque de me répéter, est celui qui m'a le plus marqué dans la bande originale. Quant au Lex Luthor de Jesse Eisenberg, je ne savais vraiment pas quoi en penser avant de le découvrir au cinéma, et sa version du personnage, à la fois très intelligent, cultivé et complètement fou, est vraiment remarquable et sa prestation satisfaisante, même s'il a parfois tendance à surjouer. J'ai vu de nombreuses critiques le comparer au Joker, ce qui est stupide, le Joker n'est pas le seul némésis manipulateur et obsédé par son ennemi que l'on puisse trouver dans l'univers DC Comics, loin de là. Je trouve que cette comparaison est malvenue et surtout trop facile. Le thème musical de Luthor, avec ses violons qui grincent, est lui aussi très intéressant et montre bien la folie du personnage. Alors, j'avoue que je suis resté jusqu'à la fin du générique, même en sachant qu'il n'y aurait pas de surprise. Et quand on y réfléchit bien, une ou plusieurs scènes post-génériques à la façon Marvel seraient totalement inutiles puisqu'il y a dans le film des scènes qui font ce boulot. On a d'abord la vision finalement inexpliquée de Batman qui mêle l'existence de Darkseid et de ses paradémons au scénario d'Injustice dans lequel Superman devient un tyran suite à la mort de Lois, la femme qui le pousse à être un héros. Autre détail intéressant, s'il s'agit du futur ou d'un univers parallèle, l'apparition de Flash, qui sort littéralement de l'écran de Bruce, promet un voyage dans le temps, dans une autre dimension, pour empêcher cette vision de se concrétiser. Et ça, c'est un scénario bien DC Comics que j'attends avec impatience, sans nul doute dans les films Justice League. L'autre élément qui nous prépare à la suite est le dossier composé par Lex Luthor sur les méta-humains qui composeront dans le futur la Justice League. Luthor a donc déjà fait le boulot de recherche de Batman et leur a même attribué un symbole. Il y a d'abord la vidéo d'une caméra de surveillance qui montre Barry Allen, alias The Flash d'Ezra Miller, qui intervient lors d'un braquage. Cela témoigne donc de son existence dans le présent du film. Il y a ensuite la vidéo d'Aquaman, aperçue par des plongeurs dans l'épave submergée d'un navire. Ses yeux brillent dans le noir avant qu'il ne se jette sur les hommes qui l'ont surpris pour les embrocher avec son trident. Finalement, un troisième fichier vidéo montre la création de Cyborg.
Pour la petite histoire, c'est son père qui tente de lui sauver la vie suite à un accident en le dotant de membres artificiels, un processus qui se révèle à la fois fascinant et horrifiant. À noter l'utilisation de la boîte mère comme source d'énergie, un objet puissant mais également étroitement lié à Darkseid. Bon, j'en ai déjà parlé auparavant, mais il y a aussi la photo de Wonder Woman, prise durant la Première Guerre mondiale, qui tease donc son film solo et sur laquelle apparaît le Steve Trevor de Chris Pine. On reproche beaucoup à Batman v Superman d'être trop chargé et à l'univers DC Comics d'introduire trop d'éléments trop rapidement, contrairement au modèle Marvel avec ses films solo qui conduisent au crossover. Mais en même temps, tout est dans le titre L'Aube de la Justice. Comme Star Wars le réveil de la Force, L'Aube de la Justice pose les bases de tout un univers de films à venir. Il est vrai que l'un des principaux problèmes du film de Snyder est que le blockbuster se perd avec ses 3000 intrigues différentes, soit. Mais la question de savoir ce que font et où sont les autres héros quand certains agissent me semble capitale et c'est un des problèmes que j'ai avec Marvel. Où sont les Avengers dans Iron Man 3 quand le président des États-Unis est attaqué? Où sont-ils quand le Shield se révèle corrompu par Hydra dans le Soldat de l'Hiver? Et finalement, où sont-ils dans le deuxième Thor quand un nouveau portail entre différents mondes est ouvert avec une menace d'invasion? Comment prétendre créer un univers partagé et cohérent quand on fait des films solo qui veulent rester à tout prix des films solo? Bon, après, je suis le premier à critiquer le nombre et la complexité de certains story arcs dans l'Aube de la Justice qui restent superficiels sans jamais explorer à fond toutes les possibilités. C'est clairement un film au scénario maladroit qui va dans tous les sens. Et pourtant, ça reste globalement cohérent et je ne me suis pas ennuyé une seule fois pendant 2h30 et c'est un exploit digne d'être pris en compte quand on sait à quel point Man of Steel avait un gros problème de rythme. Batman v Superman, en bon film de Snyder, est fidèle aux comics et rend aussi hommage aux dessins animés et jeux vidéo d'ici. Il s'adresse particulièrement aux fans, ce qui est une bonne chose, mais encore une fois, un problème pour le spectateur qui n'est pas un fan de base et à qui l'on propose des éléments incompréhensibles comme le costume de Robin, les caméos, la boîte mère utilisée par le père de Cyborg, la marque de Darkseid, les paradémons, et j'en passe. En conclusion, Batman v Superman est une petite déception. Pour le fan de comics que je suis, c'est une très bonne retranscription de l'univers des personnages. Mais soyons francs, le scénario est très bancal, et si le film reste plutôt bon et très adulte, il n'est pas à la hauteur de nos attentes, ou du moins des miennes. Mais comme avec Man of Steel, on va se contenter d'attendre la suite pour savoir si les prochains films d'ici, à savoir Suicide Squad et Wonder Woman, qui seront les premiers à ne pas être réalisés par Snyder, parviendront à faire mieux et à garantir un avenir au DC Cinematic Universe. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à bientôt.